Ben, à force d'une certaine production, disons littéraire, ou d'une improduction, d'une certaine impuissance à ne pas produire, donc ça aussi c'est une sorte d'improduction. Inégalée, d'accord, mais il n'y a pas les horaires de travail, ni les jours de férié, etc., ni jour, ni la nuit. Donc c'est contre la nature. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de programme. Il y a un passé, il y a un vague futur, mais le présent n'est pas ponctué. Le présent, c'est grillant d'une SM, SM, la truche, encore les abeilles. Donc, un essai, c'est une métaphore grouillant, ça aussi c'est une métaphore remplie, ça c'est physical, vide, voilà. Nirvana, c'est religieux. Neutre, oui. Un support passible de tout, oui. Mais grouillant, encore, grouillant comme le printemps, tous les insectes, les petits insectes infects qui se réaniment et qui vous dérangent. Effectivement, les idées aussi, ça me dérange, mais les idées elles-mêmes ne sont pas dérangeantes. C'est qu'ils sont trop nombreux, trop. Mais ça donne absolument pas un sentiment de Al-Haban sublime, mais c'est un état, comme on a convenu de dire, passager, mais cette fois-ci c'est pas passager, c'est pas durable, c'est pas, on ne peut pas durer, donc la divorce, est-ce possible? Y a-t-il un mariage, un concubinage? Non, un certain accordement, accrochage. Mais finalement, rien de tout cela. Ce n'est qu'un automatisme de Bewusstseins Zimmer. Donc, dans son obscurité, cette caverne de la conscience dont la clé est jetée à nulle part, et où c'était resté enfermé, à volonté au départ. Maintenant, c'est involontaire. Donc c'était une citation à peu près de Friedrich Nietzsche, n'est-ce pas? Bewusstseins Zimmer, dont la clé est jetée. Donc une chambre claire ou caméra obscura dont la clé, quel genre de clé de la caméra obscura, jetée au dehors. Donc il n'y a pas une clé de songe, il n'y a pas un décodage des rêves, si on peut dire, pour pas les entrer bas rang. Donc il n'y a pas de clé de songe, il n'y a pas un symbolisme ni voulu. Il peut y avoir bien sûr des métonymies. S'il y a des métaphores, c'est rare. Moi je parle de moi-même.
ben, au point où je suis arrivé. Donc, je ne suis pas un poète symbolique. Un métonyme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nomi, si ça veut dire des noms. On essaie de passer au sens de truth ou beyond, au-delà des mots, et non pas trop au-delà, c'est-à-dire pour aller aux idées même, mais un peu à côté des mots, juste en passant par les mots, qui sont quand même choisis ou venus, accueillis, reçus, mais non pas en tant que tel. Sinon, c'est iconographie ou quoi, idolâtrie, bien sûr. Il ne faut pas croire aux mots. Il ne faut pas croire à la parole, il ne faut pas croire à l'écrit, il ne faut pas croire aux gestes, il ne faut absolument pas croire aux faits établis, il ne faut pas non plus croire aux phénomènes. Il faut rester sceptique. Qu'est-ce que ça veut dire être sceptique? Skepsis. Un œil de... un œil justement regardant, eu égard à quoi? À une autre instance. Moi, je ne crois absolument pas à Athéna Skeptomena, comme donner un exemple très explicatif par Heidegger, qui me servit beaucoup. Un dieu doit servir à cela au moins. Un dieu attenant, un dieu déesse, et qui devrait regarder quand même de temps en temps, à peu près à droite, à gauche, et qu'elle devrait en garde, en regard. C'est le minimum tâche de déesse. Effectivement. Sans châtiment, sans récompense, voilà un Dieu qui sait au moins regarder. Voilà, moi je n'aime pas Athéna, mais j'aime bien qu'il le regarde. Et moi aussi j'aime bien regarder, autant que mes faibles vues me permettent. Non pas faible vue d'esprit, mais la vue elle-même en tant que phénomène optique, biologique, s'affaiblit, tout simplement. Mais quand on a une vue très exacte, effectivement, on manquait peut-être de l'autre vue d'esprit où la force encaissait de mémoire, d'image ou d'imagination, etc. Donc, je m'ennuie, je parle, j'écris, mais sans arrêt, et je suis saturé, et je suis à cheval à plusieurs domaines, donc je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle « Aux yeux d'autrui », et le titre est devenu fixe. Eh bien, je relis les passages ou les brouillons que j'ai écrits, et j'ai fait des films, effectivement, sans pouvoir encaisser toute ni le contenu, ni l'étendue, très large quand même. Il y a encore un film qui dure presque 2 heures, et c'est impossible, et ça prend un temps, une force physique incroyable, et ça
affaiblit les yeux et non pas la vue de l'esprit. Et je passe à l'écriture qui est plus solide, qui est plus rassurant. Je porte un cahier véritable qui n'est pas trop lourd. J'ai un très bon stylo, je peux dessiner, donc je n'ai pas besoin de dispositif technique. Et j'écris sur le dispositif de quoi? Dispositif de soumission et qui sont devenus des jeux comme on entend, des jeux olympiques qui étaient différents auparavant et qui sont évolués, donc une histoire de l'humanité en passant par le judaïsme, l'instance du judaïsme, l'instance de grécité, l'instance romaine, les Jeux olympiques du XXe siècle, tristesse totale. J'aurais voulu être capable d'en parler uniquement de l'histoire des Jeux olympiques, mais je n'ai ni préparation, ni une certaine inclination, mais c'est quand même un sujet qui nous attend. C'est-à-dire fourberie humaine. Loisirs, etc. Ce sont des mots vides, c'est-à-dire techniques. Mais fourberie, ce n'est pas un mot vide, chargé de sens. Et aujourd'hui, en écrivant des pages et des pages, j'ai quand même un peu, je me suis rapproché un peu du sens peut-être proche, véritable sens de fourberie qui sera de l'autre. C'est impossible de rectifier l'étymon de ce mot, fourberie. J'ai bien écrit, hein, je peux regarder et je vais vous faire attendre parce que ça, c'est une sorte d'insurrection contre la mémoire. Ce genre des événements non pas fictifs, pas du tout, hein. Je comprends pas du tout la fiction. Alors, fourberie, qu'est-ce que... Pourvoyer, voilà, pouvoir. À mon avis, le mot, la fourberie, aura dû avoir quelque chose avec pouvoir. Pouvoir, prévoir, non pas d'une manière spéculative, mais aussitôt faire de sorte que ce qu'on prévoit soit comme si c'est de vrai, donc toujours la mimésis. C'est pour ça que j'ai écrit mal, mais comme ça, pouvoir et pouvoirie. Ça n'existe pas, bien sûr, en français, mais une certaine voyance, voilà, une voyance, pouvoyance, devient fourberie, une sorte de métier sociétal. Donc, effectivement, manigance, oui. L'autre adjectif, je lis si vous voulez la phrase longue toujours, que le monde remplisse la terre et que nous avons investi contre la nature conquise des inhabitants et des exilés forcés de toutes sortes. Notre couloir s'échante entre la nation et qu'ils en nous dépendent en manigance et pouvoirie.
Et entre parenthèses, fourberie. Les nations nous dépendent de notre fourberie. Pour toujours, virgule, l'aîné, point. La phrase est finie. L'aîné. C'est parce que nous sommes des aînés de l'histoire. Je ne vous dirai pas qui parle, qui fait ce récit, parce que je n'ai pas lu en entier. Là, quelqu'un qui se présente en disant que nous sommes les fourberies des nations, nous prévoyons les choses. Nous avons une donne de prévision. Et ce genre de voyance et de voyerie, et non pas de, comment on disait voyeuse, voyeur. Voilà, nous sommes des voyeurs, nous regardons, nous ne sommes pas Athènes, Scepté, Ménos, nous ne sommes pas votre Dieu païen, nous ne sommes pas grecs, nous fourbons, si le verbe existe. Nous sommes en fourberie continuelle, en marchandise avec vous. Nous investissons contre la nature. Nous conquérons les lieux inhabités et les lieux des exilés forcés de toutes sortes. Notre gloire se chante entre les nations et qu'ils en nous dépendent en manigance, c'est-à-dire que les nations apprennent la manigance, c'est-à-dire le commerce, la manière de marchander et de parler, la rhétorique, juger, faire des jugements, des décisions et des exécutions et gouverner de nous. Les nations apprennent de nous parce que nous sommes des aînés. Parce que la phrase finit avec ce simple mot aîné. Ni pluriel ni féminin. Aîné masculin. Nous sommes aînés. C'est faux grammatical. Ça peut s'arranger. Non pas corriger. Et qu'ils en nous dépendent en manigance et pourvoyerie. Je ne crois pas que le mot existe en français parce que j'ai mis entre parenthèses un grand point d'interrogation. Pourvoyerie. Et entre traits, j'ai ajouté fourberie. Depuis pas mal de jours, tout le mois d'avril, je parle des saltimbanques, des acrobates, des funambules, des fourberies, des farces, jusqu'à Karl Marx, du 18e Brumaire, etc. La farce hégélienne. Et de quoi? Archéologie frivole, à partir de Derrida de Condillac, maintenant fourberie. Fourberie, notre métier, donc, on est toujours dans le registre Génos mimétikon de Platon. Une accusation portée aux sophistes, qui sont les sophistes, quel est leur génos. Effectivement, je suis obligé de vous dire que ces lignes-là, assez longues, sous mes yeux, n'est pas écrites par une sophiste, mais par une juive, imaginez pas moi, anachronique, c'est-à-dire qui porte la responsabilité de toute l'histoire du judaïsme et au-delà.
c'est-à-dire un anachronisme qui veut dire que diachronie totale en synchronie totale. Au sens un peu spinozien, si Spinoza comprenait ceci entre la relation de l'homme et du monde et de Dieu. Dieu, s'il va naturel, c'est facile à dire, mais l'homme, il est complètement plongé dans le monde des affaires, et soutenu par un Dieu, disons, entre guillemets, juif, se sentirait ainsi. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il s'agit d'une rhétorique et d'une écriture bien faite et on ne peut pas résumer. On pourrait dire qu'on a vécu un certain athlétisme affectif à la manière d'Antoninato réduit par Gilles Deleuze. Mais ce n'est pas la question du ton, de l'affectivité Grundstimmung tout à fait théâtrale, mais qui n'est pas faux, effectivement. L'incantation simple, mettre en scène, interprète, faire du rôle, ça m'est égal. Il s'agit d'un paradoxe insoluble à Diderot entre le vrai et le faux en ce qui concerne la vérité en soi. Et la vérité, en ce qui concerne nous, entre guillemets bien sûr, il n'y a pas de nous. Il y a des éparses ethnies, des nations, des toponymies, topographie, etc. Donc, mais le début de mon discours, c'est quand même d'écrire un état en ce qui concerne, dans la limite d'une fiction autobiographique, donc au nom d'une parésia, c'est-à-dire que je disais que je m'ennuie, je suis saturé. Là, on ne peut pas effacer ces mots. C'est-à-dire qu'il y a un éclat de mon génie. Non, je travaille trop, il ne s'agit pas de génie, c'est bien le contraire, c'est une sorte de laborer, et non pas, oui, je rêve intensément dans la nuit, pendant le sommeil, et non pas dans la journée, au sens véritable du rêve. Qui peut me guider, j'en sais rien, parce que dès que je me réveille, il n'y a plus de trace de rêve, mais je sais que je rêve intensément. Donc, il peut y avoir une raison élargie qui guide tout cela, mais ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de qui? C'est l'affaire de l'autre. Non, quand il s'agit de l'autre, effectivement, c'est une sorte de mur blanc, à loisir, selon le terme un peu pauvre de Mille Plateau, un trou noir. Un trou noir et un mur blanc, ça m'est égal, c'est-à-dire que ça fonctionne de la même façon. Donc il n'y a pas une interactivité, il n'y a pas. Et avec les gens normaux, il y a une petite interactivité conjecturale. En ce qui concerne un discours porté sur l'objet, sur son prix, sur sa vitesse,
sur sa capacité, sur sa durabilité et l'endurance et performance. Donc un moteur. On peut parler avec les gens intensément sur le moteur. Et non pas, sans entrer trop dans les détails de mécanique, au sens de mécanique grecque, parce que là, moi, je veux m'ennuyer, non pas que je n'aime pas le mécanique, mais eux, ils vont commencer à parler des autres choses qui vont dépasser les cercles herméneutiques que j'essaie de maîtriser. Effectivement, le maître mot, personne ne peut maîtriser. Moi, je peux maîtriser mes textes. Donc, textuellement, filmiquement, moi, j'ai choisi une technique il y a 40 ans à partir de Dizgravetov, montage dialectique, etc. Une scénographie non maîtrisable, c'est-à-dire dialectique, qui est ouverte. Umberto Eco, après des décennies, il a écrit un livre là-dessus parce qu'il était quand même assez bien théorisé dans le milieu structuraliste et post-structuraliste. Bon, il est mon aîné, Umberto Eco. Si j'étais italien, j'aurais le droit, de sentir une petite jalousie en Maisonneuve, mais non. Par exemple, la rue Fürstenberg, je prononce mal, Fürstenberg ou Fürstenbergois, quelque chose comme ça, très compliqué. C'est une rue très chic, disons de 6e arrondissement, peut-être, qui va nulle part, peut-être vers le faubourg Saint-Antoine, c'est nulle part pour moi, c'est-à-dire que la fin de Paris. Et c'était toujours comme ça, il y a 3 siècles. Faubourg, c'est la fin de Paris. Alors, dans cette rue, très chic, donc on s'est habitué à dire que Franhauer avait un atelier dans cette rue, Fürstenberg. Et Enis Batur, notre grand écrivain turc qui ressemble physiquement assez bien à Umberto Eco, se fréquente dans cette rue. Et moi, je passais sûrement par mon bicycle, avec mon bicyclette, étant étudiant à l'époque. Et il devait y avoir une raison que je passe quand même, sans aucune raison, la rue Fürstenberg pour aller au faubourg Saint-Antoine, que je n'ai rien à voir, mais effectivement, la rue de commerce étant le plus long à Paris, et ou l'autre de Valois, ou je ne sais pas quoi, j'ai oublié le nom. Effectivement, je voulais quand même traverser certaines rues comme vers Saint-Jotérix, etc. Tout ça, à mon avis, assez loin de chez moi, qui est coincé
entre Port-Royal et école militaire Val-de-Grâce, école normale supérieure rue d'Ulm, rue Gay-Lussac, Saint-Jacques, Luxembourg Jardin, c'est devenu, après un moment donné, étouffant. Donc, je voulais aller vers la rive droite. Montparnasse, non, pas du tout, c'est encore rive gauche. Montmartre, alors là, c'est une révélation. Bout-de-Chaumont également, c'est une révélation plus que je puis imaginer. Eh bien, c'est ça. Je raconte, comme vous pouvez remarquer, rien de tangible. En parlant des choses empiriques, de l'histoire toponymique qui se remplissent phénoménologiquement par les quoi? Je dirais par les Erinnerung, par Erfahrung, Erlebnis, de quoi? Gedächtnis, non, pas encore. Je pas un jeune Gedächtnis. Dankeschön, dans la Bout-de-Chaumont, mais c'est voulu, programmé, comme sorte de dispositif préparé, mais dans une nuit gelée de 27 décembre, parce qu'il s'agit du jour de mon anniversaire, donc c'était sûrement une date importante comme les années 30 quand même, ça se fête quand même, n'est-ce pas? C'était quelque chose comme ça, et au vélo, bien sûr. Là,